Si nous nions, comme nous l'avons indiqué, l'identité entre substance et quantité, nous affirmons cependant que la quantité est proche de la substance. Pourquoi? Parce que elle est le premier accident des substances matérielles, car il y a des substances non matérielles, mais non moins composées de forme et de matière, comme chez les anges, qui sont immatériels, mais qui, eux, sont constitués aussi de forme et de matière, mais je ne développerai pas cet aspect des choses. Alors les autres accidents, eux, sont attribués à la substance en tant qu'elle a déjà une certaine quantité. La quantité donne à un être, une réalité substantielle, la grandeur des parties quantitatives et, par conséquent, la divisibilité. Mais tout cela se trouve dans la matière en puissance, alors que la forme est principe d'unité et de concentration dans l'unité de la réalité substantielle. La matière, elle, est un facteur de changement et de multiplicité. Vous voyez, la forme apporte unité et la matière, la multiplicité. Bon, c'est pourquoi on dit que la quantité est attribuée à la substance en tant que celle-ci contient en elle de la matière. Et une substance a besoin, pour se déployer, d'exercer ses opérations, elle a besoin d'un minimum de grandeur. On pourrait aussi dire que cela convient aux éléments constitutifs des êtres vivants, mais je ne vais pas développer cela. Donc la quantité mathématique, c'est elle qui est divisible à l'infini, mais pas les corps naturels qui sont unifiés par une forme qui leur donne l'être et qui exigent une certaine quantité, et d'ailleurs aussi les autres accidents. Et la quantité mathématique, c'est du divisible mathématiquement, comme l'intelligence distingue intellectuellement. Mais cette divisibilité de la réalité substantielle est une divisibilité conceptuelle, non réelle. La preuve, c'est que si je divise l'homme en corps et âme, corps en bras et en pieds et en organes, fait exploser la réalité substantielle, l'unité substantielle. De ces données, donc, découle la définition du corps comme substance tridimensionnelle. La quantité donne donc à une substance l'étendue dans l'espace, mais les parties dans l'espace sont de fait soutenues et constituées par la substance. La quantité apporte la distinction entre les parties d'une réalité, mais la substance fait de ces parties quelque chose de substantiel parce qu'elle est fait participer à ce qu'elle est. Donc une substance matérielle, si elle perdait sa quantité, elle perdrait ses parties, qui se fondraient, pour ainsi dire, les unes dans les autres, en ce sens qu'elle n'aurait aucune relation entre elles dans l'espace. Alors tout ceci nous conduit à réfléchir maintenant sur le rapport entre le tout et les parties. Vous savez que les pythagoriciens, donc les disciples de Pythagore, concevaient les choses comme des nombres, de telle manière que toute réalité se rapporte à une certaine quantité d'unités, un nombre étant toujours une unité. Et donc la multiplicité est ainsi possible. Et nous savons aussi que Parménide s'est opposé à l'affirmation d'une multitude, d'une multiplicité. Tout est un pour lui. Et il essaya de montrer, enfin surtout Zénon d'Élée, son disciple, essaya de montrer que l'hypothèse d'une pluralité d'êtres
n'est pas soutenable. Vous vous souvenez qu'on avait vu que d'un côté l'unité, il n'y a que l'unité et donc pas de multiplicité, de l'autre il n'y a qu'une multiplicité mais sans unité, et alors le problème est de voir que cette multiplicité sans unité devient un chaos inintelligible. Et alors Zénon, pour sauvegarder l'unité et défendre son maître Parménide, voulait prouver que le mouvement local est impossible. Et alors on connaît les fameux exemples d'Achille et de la tortue. Achille, au pied léger, qui fait la course avec une tortue qu'il ne pourra jamais rattraper, parce qu'elle aura toujours une longueur d'avance. Pourquoi? Parce qu'avant qu'Achille n'atteigne le point de départ A de la tortue, celle-ci est arrivée au point B. Mais quand Achille est au point B, la tortue est déjà plus loin, au point C. Et Achille se rapprochera toujours plus de la tortue, mais il ne pourra jamais la rattraper. Cela, donc, ne correspond pas évidemment à ce que l'on voit. Ce sont les paradoxes sophistiques de Zénon. En conséquence, la perception n'est pas digne de confiance. Et on ne peut en tirer aucun argument contre Parménide. La théorie qu'il y a derrière cette argumentation de Zénon, derrière ces paradoxes, est que la divisibilité de l'espace est infinie. Il y aura toujours une instance constituée d'un nombre infini d'éléments distincts, de faits ou d'unités. C'est ce que pensaient les pythagoriciens. Donc la nature de la relation du tout à ses parties fait problème. On a donné l'exemple d'un triangle ou d'un polygone dans un cercle. Un cercle trace un polygone, puis un deuxième polygone, puis un troisième, et même si on va jusqu'à un millier de polygones, il y aura toujours entre les angles qui touchent la circonférence du cercle une distance entre les deux sommets du polygone. Donc entre deux points, il y aura encore une distance. Une distance va toujours se creuser entre deux points, de telle manière qu'il n'y aura jamais de quadrature du cercle possible. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une distance à l'infini. À l'infini. C'est pourquoi la question qui va être soulevée est de savoir quelle est la nature de l'infini. C'est un infini réel, actuel, ou un infini potentiel. C'est-à-dire qu'est-ce que je conçois toujours l'infini comme ce à quoi on peut toujours ajouter quelque chose. L'infini est ce à quoi je peux toujours ajouter quelque chose. Ça, c'est l'infini mathématique. Mais un infini réel, actuel, est-ce que cela peut exister, un infini comme ça? C'est-à-dire que l'infini mathématique est nécessairement irréel. On est toujours dans l'irréel, de ce point de vue-là. Dans le calcul, dans la mesure, dans le calcul, la réalité nous échappe toujours. Alors donc, revenons à ce rapport entre le tout et la partie. Le mot partie ne dit rien de la nature de ce qu'est une partie. À vrai dire, ce mot exprime seulement la relation au tout. Les parties sont ce à partir de quoi la perfection de quelque chose est atteinte. Qu'est-ce que cela veut dire? Être une partie signifie ne pas être achevé, mais constituer avec d'autres parties quelque chose. Voilà. Il y a différentes manières d'être une partie, par conséquent. Celle qui consiste à être une composante essentielle d'une réalité substantielle, ainsi la matière et la forme sont des parties, des étangs matériels. Et il y a aussi le sens d'une partie comme étant la partie d'un continu, c'est-à-dire d'un tout cohérent. Par exemple, les parties d'une barre de fer. On peut aussi concevoir la partie comme membre d'une communauté humaine, ou aussi comme une partie d'un tout logique, comme les prémices sont les parties d'un argument, ou les espèces, les parties d'un genre. Alors, certaines des parties, comme celle d'un continu, c'est-à-dire d'un tout cohérent, sont des parties homogènes. Par exemple, les parties d'une barre de fer. On a donné l'exemple, une barre de fer. Ces parties sont homogènes, tout est du fer. D'autres parties sont hétérogènes, comme les matériaux dont est faite une maison. Les briques en vrac ne sont pas des parties d'une maison, alors que la juxtaposition de réalités subsistantes en elles-mêmes n'en fait pas un tout, en tant que ces réalités se trouvent dans le même lieu. C'est pourquoi le tout est antérieur aux parties, bien que les parties et le tout existent simultanément. Le tout est plus parfait que ces parties, et chaque partie est pour le tout. Donc nous mentionnons ici les parties d'un tout continu. Qu'est-ce que le continu? On appelle continu un tout dont les parties sont si proches les unes des autres qu'il n'y a rien entre elles et que leurs limites leur sont communes. On appelle continu un tout dont les parties sont si proches les unes des autres qu'il n'y a rien entre elles et que leurs limites sont communes.
Par exemple, une ligne ou par exemple le corps. Il y a une continuité d'une partie à l'autre. Aristote donne deux définitions du continu, à savoir ce qui est divisible à l'infini et d'autre part ce dont les parties sont unies par une limite commune. La différence entre ces deux définitions réside dans le fait que la différence entre ces deux définitions réside dans le fait que la première est une définition par analyse et donne une réduction aux éléments, tandis que la deuxième va des parties vers le tout. Aristote établit à l'encontre d'une opinion largement répandue qu'un continu est divisible à l'infini. Un continu est divisible à l'infini. Et que ces parties sont réelles dans le tout. Donc l'eau de Thalès est un tout dont les parties sont réelles.